Néfertiti était une femme d'une beauté éblouissante. Personne ne savait vraiment qui elle était. Personne ne la cherchait. Et puis soudain, la voilà resplendissante de toute sa splendeur. En 2010, l'Égypte a finalement autorisé les tests ADN sur les momies royales. Après des décennies d'interdiction, les résultats sénats concernant la reine Néfertiti ont stupéfié les chercheurs. Son profil génétique n'a pas seulement bouleversé sa lignée familiale, il a révélé des signes troublants suggérant une mort violente. Le lieu de sépulture de la reine égyptienne antique Néfertiti a peut-être enfin été découvert grâce au progrès de la technologie moderne. Des fractures du crâne, des marques de traumatisme dissimulées et des contradictions dans son histoire ont contraint les scientifiques à envisager une possibilité glaçante: quelqu'un aurait voulu faire disparaître Néfertiti à jamais. Commençons par la découverte qui a soulevé de nombreuses questions. Néfertiti et Amon ont en quelque sorte créé leur propre religion. Ils ont déclaré « C'est ainsi. Nous sommes les maîtres. Nous sommes les seconds après Dieu. » Point final. Du coup, les gens étaient un peu contrariés. La femme découverte dans le tombeau gisait nue sur le sol, le visage défiguré et méconnaissable. Lorsque l'ADN révéla enfin son identité, il dévoila des secrets sournois que le monde antique avait tenté d'enfouir à jamais. En 1898, l'archéologue Victor Loret découvrit le tombeau KV35 dans la vallée des Rois. Dans une pièce latérale, il découvrit quelque chose d'inhabituel, une momie féminine sans cercueil, sans bijoux, sans papier d'identité et entièrement nue. Jamais les femmes de la famille royale n'étaient laissées à l'abandon de la sorte. Même en temps de trouble, elles bénéficiaient de funérailles dignes. Mais cette femme avait été dépouillée de tout. Les dégâts infligés à son corps étaient immédiats et effroyables. Toute la partie gauche de son visage avait disparu, joue mâchoire, et une partie de son crâne était écrasée, formant une cavité béante. Son bras droit avait disparu. Un trou perforait son crâne. Pendant plus d'un siècle, les archéologues ont supposé que des pilleurs de tombes lui avaient fait fracasser le visage en dérobant des bijoux, mais la nature des blessures ne correspondait pas aux lésions typiques infligées par les voleurs. Les lignes de fracture suggéraient un seul coup violent porté selon un angle incompatible avec des marques de ciseaux. Sa momification était également étrange. Les embaumeurs n'avaient donc pas retiré son cerveau, une pratique courante pour les sépultures de l'élite. Ils avaient inséré directement du linceul dans la plaie faciale, une technique utilisée uniquement lorsque les corps présentaient des traumatismes récents. Ce détail s'est avéré crucial par la suite. Il signifiait que la blessure existait avant ou au moment du décès. Pendant des décennies, elle est restée non identifiée, une momie anonyme parmi tant d'autres dans l'immense collection égyptienne. Puis en 2010, tout a basculé. Le gouvernement égyptien a finalement autorisé les tests génétiques sur les momies royales et les chercheurs ont publié leurs résultats dans le Journal of the American Medical Association. L'analyse ADN a révélé une information inattendue. La femme nue au visage défiguré était la fille d'Amenhotep III et de la reine Thaï. Elle était la sœur germaine d'Akhenaton. Et le plus choquant, c'est qu'elle était la mère biologique de Toutankhamon. Cela signifiait que le jeune roi était le fruit d'un inceste fraternel, ce qui expliquait son pied de botte, sa fente palatine et les troubles génétiques qui ont marqué sa courte vie. Mais cela soulevait aussi une question plus sombre. Comment cette femme de sang royal, la mère de Toutankhamon, fille de roi, s'est-elle retrouvée nue, mutilée et abandonnée dans une pièce annexe comme un vulgaire déchet? Les experts médico-légaux ont examiné la fracture du crâne avec plus d'attention. Certains, comme Zahi Hawass, ont avancé la thèse de l'accident peut être un coup de sabot ou une chute de char. D'autres, comme le radiologue Ashraf Salem et le chercheur Julian Heath, estimaient que la blessure était trop localisée et trop profonde pour être accidentelle. Ils avançaient une hypothèse plus sombre, un coup délibéré porté avec un objet lourd, peut-être une hache ou une massue avec une force mortelle. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Pendant des années, certains érudits ont cru que cette femme battue n'était pas une princesse comme les autres. Il s'agissait de Néfertiti elle-même. Le lien avec Néfertiti. Et si la reine la plus célèbre de l'histoire égyptienne s'était-il cachée à la vue de tous depuis toujours son identité dissimulée derrière un visage défiguré et un nom oublié? Lorsque les résultats ADN de la jeune femme furent rendus publics,
Quelques chercheurs se demandèrent aussitôt, serait-ce Néfertiti? Le contexte était troublant. Elle appartenait à la bonne génération, était liée à la famille d'Akhenaton. Et malgré les circonstances exceptionnelles, son importance justifiait son inhumation dans la vallée des rois. Sa fin tragique expliquerait la disparition de Néfertiti des archives historiques vers la 12e année du règne d'Akhenaton. Non pas qu'elle soit morte paisiblement, mais qu'elle a été assassinée et son nom effacé délibérément. Cette théorie gagna du terrain car le destin de Néfertiti demeure le plus grand mystère non résolu d'Égypte, contrairement aux autres femmes de la royauté dont les tombes et les momies ont été identifiées. Néfertiti a tout simplement disparu. Elle régna aux côtés d'Akhenaton durant l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire égyptienne. Représentée comme son égale dans l'art coiffé de la couronne de guerre, terrassant ses ennemis et occupant des postes de pouvoir qu'aucune autre reine n'avait jamais occupés. Puis soudain plus rien. Ni tombe, ni avis de décès, ni inscription expliquant son sort. Dans l'Égypte antique, une telle absence n'était jamais fortuite. Les Égyptiens étaient obsédés par la préparation de l'au-delà, consacrant des années à la construction de tombeaux somptueux pour leurs souverains. Qu'une figure aussi importante que Néfertiti n'ait laissé aucune trace suggérait un acte délibéré. Soit sa sépulture avait été dissimulée, soit elle avait été intentionnellement effacée par la Damnatio Memoriale. La destruction systématique de la mémoire d'une personne pour lui refuser l'immortalité. Ainsi, lorsque l'ADN de la jeune femme révéla qu'elle était une femme de sang royal, de la période exacte, enterrée dans des circonstances suspectes et portant des traces de violence, le lien semblait trop parfait pour être ignoré. Mais un problème subsistait. L'ADN montrait également que la jeune femme était la fille d'Amon-Hotep III, faisant d'elle une fille de roi, un titre généalogique spécifique, figurant dans les archives officielles. Or, Néfertiti n'a jamais été associée à ce titre dans aucune inscription conservée. Toutes les références à sa lignée pointent vers d'autres familles, laissant supposer qu'elle appartenait à une autre lignée, peut-être même pas de sang royal. La plupart des égyptologues rejettent aujourd'hui cette identification en raison de cette contradiction. Si la jeune femme était la fille d'Amon-Hotep III, elle ne peut être Néfertiti. Les preuves génétiques sont trop claires, mais une minorité persiste. Ses membres avancent que les inscriptions ont pu être altérées durant le chaos politique qui a suivi la mort d'Akhenaton. Peut-être les véritables origines de Néfertiti ont-elles été délibérément occultées pour rehausser son statut ou l'effacer de l'histoire après la controverse autour du culte. Selon eux, l'absence de documents concernant ses parents ne prouve pas une origine étrangère, mais plutôt que l'histoire a été réécrite. Que la jeune femme soit ou non Néfertiti, son ADN a révélé une vérité bien plus troublante sur la famille royale, une catastrophe génétique qui explique pourquoi tant de ses membres sont morts jeunes malades et peut-être assassinés. Un véritable cauchemar génétique. L'ADN n'a pas seulement révélé des liens de parenté. Il a mis au jour une lignée si corrompue par l'inceste qu'elle a engendré des pharaons trop malades pour se tenir debout et une dynastie qui s'est effondrée de l'intérieur. L'étude génétique de 2010 a cartographié les relations au sein de la dynastie d'Amarna avec une précision stupéfiante. Toutankhamon n'était pas simplement l'enfant de frères et sœurs. Il était la dernière branche d'un arbre généalogique déjà rongé par la consanguinité. Les conséquences étaient inscrites dans son histoire. Un squelette squelettique, un pied de beau, une fente palatine, une nécrose osseuse, le paludisme et une santé fragile ont probablement contribué à sa mort à seulement 19 ans. Mais les dégâts étaient plus profonds qu'un simple enfant roi. Des chercheurs ont découvert des preuves de plusieurs générations de consanguinité étroite des frères et sœurs, se mariant entre eux et engendrant des héritiers génétiquement compromis dès leur conception. Il ne s'agissait pas d'un scandale isolé, mais bien d'une politique royale. La famille croyait que son sang était divin, transmis directement par les dieux, et devait rester pur à tout prix. Le pouvoir est resté concentré grâce au maintien des mariages au sein de la famille génération après génération. La dégradation génétique engendra une crise politique. L'épouse de Toutankhamon, Ankhesenaune, subit au moins 2 fausses couches ou morti-naissance. Ces 2 filles furent enterrées avec lui, leurs petits corps momifiés, témoignant du déclin de la lignée dynastique. Faute d'héritiers viables, la succession devint instable.
Des rivaux se préparèrent, des généraux prirent une position. Courtiers aperçut une opportunité dans ce vide. C'est là que l'histoire de Néfertiti rejoint la catastrophe génétique. Qu'elle soit née dans ce système ou qu'elle y soit entrée par mariage, elle se trouvait au cœur d'un ordre royal, rongé par son propre ADN. Si des héritiers difformes engendraient des crises de succession et que chaque enfant mort-né bouleversait l'équilibre des pouvoirs, la survie même d'une reine dépendait de la perception de l'utilité ou du danger que suscitait sa lignée. Les analyses ADN ont également révélé autre chose. L'époque d'Amarna ne fut pas seulement une période de révolution religieuse. Ce fut aussi une période d'effondrement dynastique et génétique, engendrant des souverains trop faibles pour maintenir leur pouvoir et créant un terreau fertile pour la violence, la trahison et l'élimination des menaces. Lorsque l'on combine une génétique défaillante, un pouvoir absolu et une politique impitoyable, on obtient un cocktail explosif. Et la jeune femme a prouvé une chose cruciale. Les femmes de la famille royale n'étaient pas protégées par leur titre. Elles pouvaient être battues, tuées et effacées si elles devenaient gênantes. Son visage défiguré et ses funérailles humiliantes n'étaient pas seulement tragiques. Ils prouvaient que la violence ne s'arrêtait pas aux portes du palais. Ce cauchemar génétique explique pourquoi tant de personnes de cette époque sont mortes jeunes, pourquoi le trône a changé de main si fréquemment et pourquoi une femme aussi puissante que Néfertiti a pu disparaître sans explication. La cour royale n'était pas seulement dangereuse à cause des intrigues politiques, elle était mortelle, car la lignée elle-même était toxique. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose, si Néfertiti n'était pas la jeune femme, où est-elle et que lui est-il arrivé? Qui était vraiment Néfertiti? Avant sa disparition, Néfertiti n'était pas qu'une reine. C'était une révolutionnaire qui contribua à abolir le culte des dieux égyptiens, ce qui fit d'elle la femme la plus dangereuse du royaume. Néfertiti régna sous la 18e dynastie égyptienne aux côtés du pharaon Akhenaton. Mais la réduire à sa seule épouse serait passer à côté de l'essentiel. Elle était sa corrigente apparaissant dans l'art et les inscriptions comme son égale chose inédite pour une reine. Ensemble, ils orchestrassent l'un des bouleversements les plus radicaux de l'histoire égyptienne. Ils abandonnèrent demain le panthéon traditionnel et exigèrent le culte exclusif d'un astre, le disque solaire. Il ne s'agissait pas d'une réforme religieuse en douceur, mais d'une attaque frontale contre le sacerdoce d'une lune qui avait accumulé une richesse et un pouvoir politique considérables au fil des siècles. Akhenaton et Néfertiti fermèrent les temples, réorientèrent le tribut et concentrèrent l'autorité religieuse au sein de la famille royale. Ils bâtirent une nouvelle capitale, Amarna, où ils régnèrent en seuls intermédiaires entre le royaume et l'humanité. Ce qui rendait Néfertiti extraordinaire, c'était la manière ostentatoire dont elle exerçait le pouvoir. Des bas-reliefs la représentent coiffée de la couronne de guerre, debout des captifs enchaînés à ses pieds, terrassant ses ennemis. Une imagerie traditionnellement réservée aux pharaons. Dans certaines scènes, elle prend l'initiative tandis qu'Akhenaton observe. Il ne s'agissait pas de représentation symbolique, mais de prise de position politique. Le message était clair. Néfertiti régna, mais sa révolution engendra de puissants ennemis. Le clergé perdit richesse et influence. Les temples traditionnels tombèrent en ruine. Le peuple qui vénérait les anciens dieux depuis des générations nourrit du ressentiment. Les frontières de l'Égypte s'affaiblirent le coup. Le couple royal, privilégiant la transformation religieuse à l'expansion militaire. À la fin du règne d'Akhenaton, le système tout entier était instable. Puis, vers l'an 12, Néfertiti disparut des archives. Plus d'inscriptions, plus de représentations artistiques, plus d'explications. Les théories se multiplièrent. Est-elle morte de causes naturelles? Peut-être en couche ou d'une maladie? A-t-elle été exilée lorsque la contestation politique est devenue trop forte? S'est-elle transformée en pharaon, peut-être Nefernewatin ou Smankar, pour régner après le déclin d'Akhenaton? Ou a-t-elle été assassinée par des rivaux déterminés à restaurer l'ancien ordre? L'hypothèse la plus troublante est celle d'une disparition délibérée. Après la mort d'Akhenaton, l'Égypte a opéré un revirement brutal. 10 temples furent démolis ou 100 furent démolis.
Les monuments d'Akhenaton furent d'un détruits. Son nom fut effacé de toutes les surfaces. Les prêtres reprirent le pouvoir et tout ce qui était lié au culte du Wit devint néfaste. Si Néfertiti avait résisté à cette restauration, ou pire, tenté de régner indépendamment, elle aurait constitué un obstacle qu'il fallait éliminer. Or, voici ce que nous savons avec certitude, elle n'a laissé aucune tombe confirmée. Dans une civilisation qui a passé des décennies à se préparer à l'au-delà, cette absence est assourdissante. Cela laisse penser que sa mort n'a pas seulement été cachée, mais étouffée. Alors, si la jeune femme n'est pas Néfertiti, qui cela pourrait-il être? Et pourquoi personne ne l'a-t-elle retrouvée après plus d'un siècle de recherche? Les autres candidates. Les musées et les tombeaux égyptiens renferment des dizaines de momies féminines non identifiées, datant de la période concernée, et Néfertiti pourrait être l'une d'entre elles ou aucune. Après que la jeune femme a été écartée par la plupart des spécialistes, l'attention s'est portée sur d'autres candidates. La plus probable est une momie connue sous le nom de KV-21B, découverte dans un tombeau fortement endommagé de la vallée des Rois. 2 corps de femmes y ont été trouvés, tous deux en mauvais état, avec peu de tissu restant et sans inscription permettant leur identification. Les premiers tests Hadeke suggéraient qu'elles appartenaient à la lignée royale de la 18e dynastie, mais les résultats étaient incomplets. Zahi Hawass, l'archéologue égyptien le plus éminent, a affirmé à plusieurs reprises que KV-21B était la meilleure candidate pour Néfertiti. En septembre 2022, il a annoncé que les résultats des tests ADN seraient révélés en octobre. Cette annonce n'a jamais eu lieu. En 2023, il a fait des promesses similaires. En 2024, il a affirmé que des résultats définitifs seraient disponibles sous 2 mois. Ils ne l'ont pas été. Cette série de promesses non tenues a rendu de nombreux égyptologues sceptiques quant à toute affirmation concernant KV-21B en attendant des preuves validées par des pairs. Une autre théorie a émergé en 2015 lorsque l'égyptologue britannique Nicholas Reeves a proposé que le tombeau de Toutankhamon dissimule des chambres secrètes. Il a remarqué des anomalies dans les murs et suggéré que des relevés radars révélaient des vides derrière ceux-ci. Reeves pensait qu'une chambre pourrait contenir la sépulture de Néfertiti Toutankhamon ayant été inhumée à la hâte dans ce qui était à l'origine son tombeau. Les relevés radars ont donné des résultats mitigés, certains ont suggéré la présence de vides, d'autres non. Les autorités égyptiennes n'ont jamais autorisé les analyses invasives nécessaires pour confirmer ou infirmer cette théorie, la laissant ainsi en suspens. Le problème fondamental est le suivant sans échantillon d'ADN. Confirmer de Néfertiti elle-même toute tentative d'identification repose sur la comparaison d'inconnus entre elles. La famille d'Amarna pratiquait l'inceste sur plusieurs générations, créant un enchevêtrement génétique qui rend toute identification formelle quasi impossible. Même si les chercheurs découvraient une momie de la période correspondante et présentant les liens familiaux adéquats prouver qu'il s'agit bien de Néfertiti, exigerait soit des inscriptions, soit une parfaite concordance de plusieurs marqueurs génétiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il est également possible que Néfertiti n'ait jamais été inhumée dans la vallée des Rois. Certains pensent que c'est dans qu'elle est restée à Amarna, la capitale qu'elle a contribué à fonder. D'autres estiment que son corps a été détruit lors de la rébellion anti-Hatine, la privant ainsi de toute sépulture. D'autres encore avancent qu'elle a été identifiée par erreur et qu'elle repose dans les réserves d'un musée sous une autre étiquette. Sa véritable identité se serait perdue dans les méandres de l'administration. Ce qui rend cette recherche si fascinante, c'est que son corps existe presque certainement quelque part. Les momies royales étaient rarement entièrement détruites. Même les restes de souverains détestés comme Akhenaton étaient conservés bien que cachés et endommagés. Si les contemporains de Néfertiti ont déployé tant d'efforts pour effacer sa mémoire, ils ont probablement caché son corps plutôt que de le détruire. Mais voici le plus terrifiant, même sans avoir retrouvé Néfertiti elle-même, les analyses ADN de son époque ont révélé à quel point il était dangereux d'être une femme de pouvoir à cette cour. Ce que l'ADN a réellement prouvé. L'ADN ne peut pas nous dire précisément ce qui est arrivé à Néfertiti, mais il a révélé une réalité bien pire.
Un monde où les reines pouvaient être assassinées et effacées de la mémoire collective en toute impunité. Voici ce que les analyses ADN ont démontré sans l'ombre d'un doute. Premièrement, les femmes de sang royal de cette époque pouvaient connaître une mort violente. Le visage défiguré de la jeune femme prouve que même la mère d'un pharaon, une femme issue de la plus haute lignée royale, pouvait être tuée sans être inquiétée. Que sa mort ait été accidentelle ou intentionnelle, le fait qu'elle ait été retrouvée nue, mutilée et abandonnée dans une pièce isolée montre que ni le sexe ni le statut social ne lui offraient aucune protection. Deuxièmement, la catastrophe génétique fut bien réelle et dévastatrice. Plusieurs générations de mariages consanguins engendrèrent des entailles des héritiers atteints de graves malformations congénitales, créant une instabilité politique qui fragilisa le trône. L'impossibilité de garantir une succession saine entraîna une intensification des luttes de pouvoir, et toute personne perçue comme une menace, y compris les reines les plus influentes, devint superflue. Troisièmement, l'effacement délibéré de l'histoire était une pratique courante. La destruction systématique des monuments d'Akhenaton. L'effacement des noms et la démolition des temples acquis prouvent que les autorités égyptiennes étaient tout à fait disposées à effacer des personnages de l'histoire. Si Néfertiti a subi un traitement similaire, cela expliquerait son absence totale des vestiges archéologiques. Quatrièmement, le contexte politique lors de l'effondrement du culte était extrêmement dangereux. Le clergé reprenait le pouvoir, les factions traditionnelles reprenaient le contrôle. Et quiconque était trop étroitement associé à la révolution d'Akhenaton s'exposait à des représailles. Néfertiti n'y était pas seulement associée, elle en était l'une des instigatrices. Dans ce contexte, sa survie aurait été remarquable et non sa mort. Ce qui rend ces découvertes terrifiantes, ce n'est pas qu'elles résolvent peu à peu le mystère de Néfertiti, mais qu'elles révèlent que sa disparition s'inscrit dans un schéma. La jeune femme sert de modèle. Si la mère de Toutankhamon a pu mourir violemment et être effacée de la mémoire de Néfertiti, alors Néfertiti, une femme bien plus en vue et ayant des ennemis politiques, courait un danger encore plus grand. Les preuves ADN ont transformé cette légende en une théorie fondée sur des preuves. Nous avons désormais la preuve biologique de violence d'un effondrement génétique et d'un effacement systématique de la mémoire des personnes. De l'entourage immédiat de Néfertiti, sa disparition n'est plus un mystère isolé. Elle fait partie d'un schéma documenté de la manière dont la cour royale gérait les menaces durant sa période la plus instable. Alors, Néfertiti a-t-elle été assassinée, exilée ou transformée en pharaon caché? Les preuves en convergent vers une seule direction inquiétante, la thèse du meurtre. Quand on combine la fureur religieuse, le désespoir génétique et une reine exerçant un pouvoir sans précédent, l'assassinat cesse d'être une simple hypothèse et apparaît comme l'explication la plus logique. Si Néfertiti a été assassinée, le mobile était évident. Elle n'était pas seulement l'épouse d'Akhenaton. Elle était la co-architecte de la révolution religieuse la plus haïe de l'histoire égyptienne. Ensemble, ils ont démantelé un système spirituel qui avait régi l'Égypte pendant des siècles, provoquant la fureur du clergé et déstabilisant la société. À la mort d'Akhenaton, l'Égypte a renoué avec violence avec les anciens dieux. Les temples les temples ont rouvert les prêtres, ont repris le pouvoir, et tout ce qui touchait au culte est devenu tabou. Néfertiti aurait été la cible ultime si elle avait tenté de préserver la moindre parcelle de la révolution. Elle menaçait la restauration tout entière. Si elle avait tenté de régner indépendamment, comme le suggèrent certains fragments historiques, elle aurait remis en question l'ordre établi. Dans une cour où le nom même d'Akhenaton était effacé des monuments, maintenir en vie sa plus proche collaboratrice n'avait aucun sens politique. Le contexte historique le confirme. Sa disparition coïncide avec les dernières années du règne d'Akhenaton, précisément au moment où la pression politique était à son comble. La crise de succession qui s'ensuivit avec les figures mystérieuses de Néfertiti et Smenkhkare exerçant brièvement le pouvoir avant l'intronisation de Toutankhamon laisse présager un climat de chaos et de lutte de pouvoir. Dans ce contexte, l'élimination des rivaux était une pratique courante. Le destin tragique de la jeune femme prouve que les femmes de la famille royale n'étaient pas à l'abri de la violence. Si la mère de Toutankhamon pouvait être tuée et humiliée lors de ses funérailles, Néfertiti courait le même risque. La différence réside dans le nombre d'ennemis, le clergé qu'elle avait contribué à affaiblir les courtisans, qui lui en viennent son influence, les commandants militaires qui imputaient l'affaiblissement des frontières égyptiennes
à la période d'Amarna, et les héritiers potentiels qui la considéraient comme un obstacle. S'ajoute à cela le processus d'effacement. Néfertiti n'était pas simplement morte, elle fut effacée de l'histoire. Ni tombe, ni avis de décès, ni sépulture consignée. En Égypte, refuser à quelqu'un une sépulture digne n'était pas de la négligence, mais un châtiment. On le dépouillait de son immortalité en effaçant son nom et sa dépouille du cycle de l'au-delà. D'autres souverains déchus subirent le même sort, mais même eux laissèrent des traces. L'absence de Néfertiti est plus totale, ce qui laisse penser que celui ou celle qui l'a effacé voulait que le travail soit fait à fond. Les indices s'accumulent des ennemis politiques animés par une ferveur religieuse, une dynastie en déclin, en quête désespérée, de stabilité des violences avérées contre les femmes de la famille royale et l'effacement complet de sa mémoire. Rien de tout cela ne constitue une preuve formelle, mais l'ensemble forme un récit étrangement cohérent. Le plus glaçant est le silence lui-même. Dans l'Égypte antique, où chaque événement important était gravé dans la pierre, où les pharaons consignaient leurs exploits de manière obsessionnelle, le fait que personne n'ait mentionné le sort de l'une des reines les plus illustres de l'histoire suggère une suppression intentionnelle. Quelqu'un ne voulait pas que l'on sache comment ni pourquoi elle est morte. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt dans la prochaine vidéo.